Monsieur le maire de Paris, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom du cardinal André XXIII qui se trouve actuellement à Lourdes pour la célébration du cinquantenaire du Concile Vatican II et pour l'Assemblée plénière des évêques de France, je suis très honoré de vous accueillir pour la conférence du 5e dimanche de Carême. Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes présentes dans la cathédrale, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui suivent ces conférences à la radio, en podcast ou à la télévision. Nous poursuivons notre réflexion autour de la question de la solidarité, de sa place première dans un projet de société authentiquement humain et de la manière dont le partage avec les plus faibles doit informer en profondeur nos contemporains. Avant la conférence de conclusion que donnera la semaine prochaine M. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio et actuel ministre de la coopération internationale et de l'intégration du gouvernement italien, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la question du logement, ou plutôt sur la plaie du mal-logement qui atteint largement notre société, particulièrement en Île-de-France, même si elle est souvent moins visible que l'errance fragile et douloureuse des sans domicile fixe. Comme le défi de l'accueil de l'étranger abordé dans la conférence de dimanche dernier, cette question du logement est au fondement de toute réflexion sur l'homme, sur sa mission, sur sa dignité. Ce qui touche au logement touche à l'âme, pourrait-on dire. Avoir un toit ou ne pas en avoir conditionne ce que nous sommes, ce que nous espérons, ou encore notre capacité à prendre part à l'aventure collective d'une nation. La conférence de ce jour nous sera donnée à deux voix, par le père Jacques Trublet, jésuite, et par M. Philippe Pelletier, que je suis très heureux d'accueillir ici. Le père Jacques Trublet est bibliste, actuellement professeur émérite d'exégèse biblique au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, et chargé d'enseignement au Collège des Bernardins. Vous êtes un spécialiste des psaumes, des livres sapientiaux et de l'anthropologie biblique. Dans un tout autre genre, vous avez été aumônier à l'école des officiers de la gendarmerie nationale pendant une dizaine d'années. Et vous avez étudié les problèmes d'incivilité, de délinquance, mais aussi des questions d'actualité comme la violence, la nature ou la ville. Monsieur Pelletier, vous êtes marié, père de 8 enfants, avocat au barreau de Paris. Depuis des années 80, vous suivez les questions du logement, à la fois comme président de l'Union nationale de la propriété immobilière, vice-président de la Commission nationale de concertation, président de l'Agence nationale de l'habitat, mais également comme président actuel du comité stratégique du plan bâtiment du Grenelle de l'environnement et membre du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Vous êtes également chargé d'enseignement à l'Université de Paris II et auteur de plusieurs livres sur ces questions. Comme vous le savez, les conférences de ce carême font partie de l'opération Mission Métropole, initiative de l'Église de Paris, pour témoigner de la vie du Christ. Les chrétiens célébreront en effet la mort et la résurrection du Seigneur dans quelques jours à Pâques. Dans cet esprit, nos conférences veulent manifester comment la réflexion chrétienne sur la solidarité est ancrée sur la sagesse biblique et sur 2 millénaires de réflexion et de pratique. Elle est aussi une bonne nouvelle opératoire et une source d'espérance pour l'humanité tout entière. Enfin, je vous informe que le texte de ces conférences
sera publié prochainement dans un livre qui paraîtra à Pâques aux éditions Parole et Silence. Sans plus attendre, mon père, cher monsieur, je vous cède maintenant la parole. Aborder la question du logement sous l'angle de la solidarité permet d'emblée de détecter les symptômes majeurs de la crise et de privilégier certaines solutions. Du côté des symptômes, nous constatons depuis plusieurs décennies une altération notable du lien social. Avant les années 60, se côtoyaient dans le même immeuble des personnes socialement différentes. Au rez-de-chaussée, les commerces, les concierges, au deuxième étage, l'étage noble, le propriétaire, et aux autres étages, des gens de classe moyenne, puis au dernier étage, le personnel de service. On pouvait alors parler de mixité verticale. À partir des années 60, le centre des grandes villes reste habité par les classes favorisées, tandis que les moins fortunés sont relégués à la périphérie. On assiste alors à une véritable ségrégation territoriale, certains même parlent de ghettoisation. Un extrait d'une lettre que François Miron, prévôt des marchands, adressée au roi Henri IV, nous montre que cette tendance est récurrente dans l'histoire des grandes villes. Voici ce qu'il écrit. « C'est une malheureuse idée de bâtir des quartiers à usage exclusif d'artisans et d'ouvriers. Dans une capitale où se trouve le souverain, il ne faut pas que les petits soient d'un côté et les gros et dodus de l'autre. C'est beaucoup mieux et sûrement quand tout est mélangé. Nos quartiers pauvres deviendront des citadelles qui bloqueraient nos quartiers riches. » Quand la crise prend cette forme, la solidarité est le seul remède efficace, car il implique une mobilisation de tout le corps social pour y remédier. Les solutions ne relèvent plus alors de la seule autorité de l'État, mais supposent une action conjuguée de tous, y compris des victimes du mal-logement. Philippe Epeltier et moi-même allons intervenir sur le mode du dialogue pour caractériser la crise actuelle du logement, évoquer l'œuvre accomplie depuis plus d'un demi-siècle, enfin, présenter quelques propositions afin de remédier durablement à cette crise. Premier chapitre donc, le logement en crise. La crise du logement et de l'hébergement frappe des personnes seules, jeunes et âgées, mais aussi des familles. Nous avons de cette crise une perception aiguë, à la mesure de la crainte que trop d'entre nous avons du risque d'être privés de toit. Nous savons que le logement est l'accroche essentielle de notre présence à la société. L'absence de logement rompt tous les liens. Sans logis, pas d'adresse, pas de vie familiale, pas d'endroit même pour trouver le repos. Mais la crise du logement est à la fois circonscrite et diverse. Circonscrite parce que la plus grande partie d'entre nous sommes bien logés, infiniment mieux que l'étaient nos parents. En 50 ans, une pièce de plus par logement et la surface moyenne par personne a augmenté. En 1954, 10% des résidences principales avaient une douche ou une baignoire. Aujourd'hui, 1% du parc manque de ce confort. La crise est cependant diverse. D'abord, un manque de logement là où l'offre est insuffisante. C'est le cas de l'Île-de-France. L'objectif 2030 est d'y bâtir 1,5 million de logements. Le vieillissement de la population et le relâchement du lien conjugal entraînent cet accroissement de besoins de logement. La crise, c'est aussi celle de la ségrégation sociale, ici des quartiers pour les ménages aisés
là les cités où se regroupent tant de misère économique et d'errance sociale. La crise tient également au coût du logement. Propriétaires et locataires consacrent à leur logement une part croissante de leurs revenus. À Paris, en 1984, seulement 5% des ménages avaient un taux d'effort supérieur à 33%. Ils étaient 20% en 2010. Et l'effort est d'autant plus élevé que les ménages ont des revenus modestes. La crise tient encore à une difficulté d'adapter nos logements. Sait-on qu'en France, 4 millions de ménages qui occupent une maison individuelle sont en situation de précarité énergétique et peinent à financer l'adaptation de leur logement au vieillissement et à l'accessibilité qui constituent pourtant la condition de leur maintien à domicile. La crise réside aussi dans l'isolement croissant des habitants. Une personne sur 7 vit seule. Combien de détresse qui se cache, de personnes âgées que personne ne visite, de voisins qui se saluent à peine. Et puis, il y a cette crise insupportable de l'hébergement. Je veux parler de ceux qui dorment à la rue, dans leur voiture ou dans les bois alentours. Comme nous sommes au printemps, des bons esprits pourraient juger le débat clos jusqu'à l'hiver prochain. Mais non. Le drame est là, été comme hiver. 133 000 personnes sont en France sans domicile. D'aucuns diront que le sujet du logement ne doit pas se confondre avec celui de l'hébergement spécialement d'urgence. Ici, la recherche d'un abri, là, celle d'un habitat. Ici, des mécanismes de nature humanitaire, là, des dispositifs de nature à favoriser la production de bâtiments dans un cadre assurant la solidarité. Mais ces distinctions, si justes soient-elles, ne suffisent pas à écarter de notre propos d'aujourd'hui la question de l'hébergement des sans-logis, parce qu'avec raison, elle occupe nos esprits et suscite notre indignation, et parce que son traitement constitue sans doute un préalable nécessaire à une sortie durable de la crise du logement. Le nombre de personnes touchées par la crise peut être évalué à 3,5 millions, un chiffre voisin de celui observé en 1954, à l'époque du sursaut national provoqué par l'abbé Pierre. Cette crise du logement est donc profonde et elle contribue à déliter le lien social. Philippe Pelletier vient de décrire l'ampleur du phénomène. J'aimerais évoquer le malaise profond qu'il produit sur les personnes qui en sont victimes. Pourquoi le mal logé ou le sans-abri est-il atteint si profondément dans son être? Comment expliquer les effets destructeurs du mal-logement et du manque d'hébergement? 3 mots me serviront de fil d'Ariane pour articuler une certaine anthropologie autour de la question de l'habité. Logement, habitat, hébergement. Logement, voici un texte biblique écrit vers l'an 200 avant notre ère par Ben Sirac le sage. Le principe de la vie, écrit-il, est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour protéger son intimité. Mieux vaut une existence de pauvre à l'abri de planches qu'une nourriture somptueuse chez les autres. Le logement est donc pour Ben Sirac un bien vital. Sa première fonction, en effet, est de servir d'abri contre les intempéries, le froid, la chaleur, la pluie, le vent, et de refuge contre les agressions des hommes ou des animaux. Or, aujourd'hui, pour la moitié de l'humanité au moins, le logement n'est encore que cela, et souvent dans une grande précarité. En France, nombre de nos concitoyens n'ont même pas droit à cela, n'ayant pour domicile que la rue.
et retrouvant un peu d'intimité sous les tentes. Leur nombre sans cesse croissant nous oblige à y discerner une faille structurelle de notre société plus qu'une série d'échecs individuels. Mais Ben Sira insiste sur 2 points fondamentaux que la société israélite et peut-être la nôtre ont fini par oublier. De ses mœurs nomades, Israël avait hérité un sens aigu de la solidarité et de l'hospitalité. Et à cette époque, elle en avait un peu perdu le goût. De l'alliance mosaïque, elle occultait la dimension horizontale, le rapport au prochain, qui, entre autres exigences, comportait une répartition équitable de la terre promise entre les membres du peuple, et le peuple feignait d'ignorer que la possession d'un lopin de terre était un droit inaliénable. Mais cette fonction primordiale ne définit pas encore ce qu'est un logement digne de l'homme. Il doit en outre être salubre, habitable, insonorisé, sécurisé, autant de qualifications qui transforment un logement en habitat. Alors que le logement garde encore un caractère impersonnel, l'habitat, la maison comme nous aimons dire, évoque tout un monde de souvenirs ou la note personnelle que chacun imprime au lieu où il réside. Inviter quelqu'un chez soi, c'est le faire pénétrer dans son intimité. Mais aujourd'hui, on ne saurait isoler l'habitat de ce qui l'entoure et que sont les composantes environnementales et sociétales, c'est-à-dire l'urbanisme, l'accessibilité au commerce et aux services, aux écoles et aux transports. On l'a dit tout à l'heure, logement et hébergement, sans se confondre, sont intimement liés. Un texte biblique permet d'articuler les 2 notions. Lors de la naissance de Jésus à Bethléem, on nous dit que Joseph et Marie ne trouvèrent pas de place dans la salle commune. Cette traduction se justifie pour plusieurs raisons, en particulier si l'on se représente une habitation modeste de Palestine à cette époque. Elle comportait une grande salle, légèrement surélevée, pour les personnes, et en contrebas, les tables pour les animaux. Comme il y avait sans doute ce jour-là beaucoup de monde dans cette maison, Marie dut accoucher dans l'étable et déposer l'enfant dans la mangeoire qui se trouvait à même le sol. À partir d'autres données évangéliques, on peut inférer que la Sainte Famille possédait un logement à Nazareth et sans doute, si Jésus ne possédait pas de maison à lui, il était hébergé chez l'un de ses disciples quand il se rendait au bord du lac. Pour les peuples de l'Antiquité, c'était une anomalie que quelqu'un soit exclu de toute vie sociale et se retrouve sans abri. Alors, quand donc nos sociétés modernes considéreront-elles cela comme anormal et inadmissible? 2e chapitre, le chemin parcouru. C'est l'un des paradoxes du sujet. Notre pays accomplit depuis des décennies des efforts importants au titre du logement et ils n'ont pas permis de régler la crise. Il y a un demi-siècle, la reconstruction du pays a répondu à la pénurie de logements dans nos centres urbains où il fallait accueillir les nouvelles familles, mais aussi l'exode rural, les rapatriés et les travailleurs étrangers invités à prendre part à notre expansion. La production de logements a été alors spectaculaire, jusqu'à 550 000 par an, tombé à environ 300 000 en 1990, autour de 400 000 depuis 2004, et pourtant, il manque 1 à 2 années de production, particulièrement en Île-de-France. Et surtout, ces quartiers ont connu des années après une concentration de populations pauvres, celles qui n'ont pas le choix de leur habitat. La qualité de ces logements des années 60 a vite montré ses limites. Urbanisme sommaire, architecture pauvre, faite de bars et de tours, manque de services et d'équipements,
liaison souvent insatisfaisante avec le reste de la ville. D'où l'idée d'y remédier massivement. Le plan de rénovation urbaine et les démolitions qui l'accompagnent, lancé en 2003, aura permis à l'horizon 2013 de reconstruire et rénover près de 500 quartiers. Les acteurs institutionnels, banques, assurances, foncières, ont dans notre ville, hélas, déserté le secteur du logement au profit de celui des bureaux et commerces, jugés plus rentables et souples. Après un retrait massif ces 15 dernières années, ils détiennent à Paris à peine plus de 1% du parc locatif. La production d'une offre locative privée s'est alors portée vers les personnes physiques à travers diverses incitations fiscales qui ont pu favoriser l'édification de logements en dehors des zones où ils sont les plus attendus, souvent à des prix inaccessibles pour le plus grand nombre. Deux actions publiques vigoureuses ont surtout marqué la dernière décennie. D'abord, l'obligation créée en 2000 pour plus de 700 communes d'offrir au moins 20% de logements sociaux. Cette règle, dite de l'article 55 de la loi SRU, a permis une attention collective aux besoins de logements à loyer maîtrisé et affirme la nécessité que nos villes rétablissent la diversité sociale d'occupation. La deuxième action concerne l'institution en 2007 du droit au logement opposable, on dit le DALO. Cette loi reconnaît à chacun le droit à un logement et fait peser sur l'État le devoir d'y pourvoir, sauf à être financièrement sanctionné. Cette rupture avec l'ordre antérieur n'a pas encore porté tous ses fruits. La liste d'attente de logements sociaux comprend plus de 100 000 ménages à Paris, 400 000 en Île-de-France, 1 200 000 France entière. Et puis, la lancinante question de l'hébergement a donné lieu à de réelles avancées, mais il subsiste encore beaucoup de tensions, spécialement hivernales. La France, terre d'accueil, compte 52 SDF pour 100 000 habitants, l'Angleterre en a 19 et la Finlande 9. Les 100 000 places d'hébergement sont à peine suffisantes et la qualité de l'hébergement, même si des progrès considérables ont été accomplis, n'est pas partout présente. Tous ces dispositifs ont donné lieu par étapes successives, souvent mal coordonnées, à la décentralisation de leur mise en œuvre. Les communes produisent les documents d'urbanisme, délivrent les permis de construire et exercent le droit de préemption. Mais il revient aux agglomérations et intercommunalités de gérer les aides à la pierre et d'élaborer les politiques de l'habitat. Le logement des personnes défavorisées relève de plans départementaux arrêtés par le préfet et le président du Conseil général. L'hébergement incombe au préfet et l'État central demeure dans nos têtes le grand ordonnateur des politiques du logement sans détenir désormais tous les leviers de l'action. En somme, la mobilisation des acteurs publics, quelle que soit leur couleur politique, est réelle, mais souvent illisible et désordonnée. Surtout, elle présente une efficacité faible. Nous dépensons, bon an, mal an, près de 40 milliards d'euros pour la politique du logement, près de 2% du PIB, et le résultat n'est pas au rendez-vous. Durant ces 50 dernières années, l'Église n'a pas été absente de ce combat. Au sein de la tradition judéo-chrétienne, il s'est trouvé d'ardents défenseurs de ce droit imprescriptible. Le cri de l'abbé Pierre n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans une longue tradition et après lui, d'autres ont repris le flambeau. Les prophètes de l'Ancien Testament dénoncent les exactions des riches à l'égard des pauvres. Michée et Isaïe, presque contemporains,
promet le pire à la nation si elle continuait à exproprier les petites gens sans dédommagement. En 701, Jérusalem est assiégée par les armées assyriennes et échappe à l'invasion par miracle. Aussi, en prévision d'un nouvel assaut, le roi Ézéchias entreprit de grands travaux de fortification et d'adduction d'eau à Jérusalem. Il en reste encore des traces. En soi, la chose est louable et répond à une nécessité nationale. Mais pour mener à bien cette entreprise, on requiert de force et sans rémunération les petits propriétaires terriens et on procède à des expropriations sans compensation. C'est alors que Michée s'en prend au pouvoir public. Malheur à ceux qui projettent l'iniquité et qui manigancent le mal sur leur lit. Au point du jour, ils l'exécutent, car ils en ont les moyens. Convoitent-ils un champ, ils le volent. Des maisons, ils s'en emparent. Ils requièrent de force le mari et son fils. Michée ne fait que rappeler les injonctions du décalogue. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Et à l'occasion, il ne mange pas ces mots. Vous qui arrachez la peau de dessus les gens et la chair de dessus leurs os, ceux qui mangent la chair de mon peuple, qui leur raclent la peau, qui leur brisent les os, qui les découpent comme chair en la marmite, comme viande au fond du chaudron. Isaïe a un langage moins vert, mais non moins pertinent. Quand il aborde la question du logement, il s'en prend surtout à la spéculation immobilière. Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. Au IVe siècle de notre ère, nombre d'évêques dénoncent l'exploitation des pauvres, en particulier les expulsions ou les usurpations de maisons. Basile, évêque de Césarée, s'exprime ainsi dans un sermon. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et joignent champ à champ jusqu'à ce qu'ils empiètent sur leurs voisins. Et toi, que fais-tu? N'allègues-tu pas 1000 raisons pour usurper le bien de ton voisin? Sa maison me fait de l'ombre, elle est trop bruyante, c'est le refuge du vagabondage. Et à propos de tout et de rien, il le tracasse, le harcèle, le presse, le tourmente et n'a de cesse qu'il les fait décamper. Parmi les documents récents qui furent publiés dans l'Église, je retiendrai 2 documents qui méritent encore d'être revisités. C'est le document de Justice et Paix de décembre 1987 intitulé « Qu'as-tu fait de ton frère sans abri? L'Église et le problème de l'habitat ». Un second document publié en 1995 par la Commission sociale de l'épiscopat français rendait compte d'une vaste enquête faite auprès des professionnels du logement. Ces 2 textes parlent d'un mal structurel et indiquent quelques remèdes. Mais l'Église ne s'est pas contentée de parler, de disserter sur le logement. Elle a été présente au combat, elle a agi. Nous avons tous en mémoire cet appel prophétique de l'abbé Pierre sur Radio Luxembourg du trottoir du boulevard Sébastopol le 1er février 1954. Au secours, mes amis, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Ce cri poussé, voilà plus de 50 ans, a mis en route un mouvement de solidarité formidable qui a pallié certains besoins immédiats. Mais l'abbé Pierre ne se contenta pas de sensibiliser la population. Il impulsa la construction d'un grand nombre de logements sociaux à faible coût et de lieux d'hébergement. Ce furent les cités Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre. Celle-ci, chaque année, au 1er février, organise un grand rassemblement au cours duquel est présenté un rapport annuel sur le mal-logement pour alerter les pouvoirs publics. En vue des prochaines élections présidentielles, ATD Quart-Monde, fondé par Joseph Wrezinski, vient de publier un rapport contenant 64 propositions, dont une dizaine porte sur l'habitat.
Il réclame une application plus stricte de la loi DALO, la création d'un dispositif pour les ménages dont le loyer et les taxes diverses dépassent un certain seuil de revenus, ainsi qu'une revalorisation des aides au logement. En 2003, un prêtre lyonnais de formation qui avait fait de l'urbanisme auparavant, Bernard Devers, crée un mouvement qui s'appelle Habitat et Humanisme. Et voici comment il présente son projet. Nous sommes trop installés dans du palliatif social qui exprime une forme de découragement par rapport à des situations d'exclusion, conduisant une société à proposer des mesures qui sont davantage de l'ordre de l'assistance que d'un éveil à d'autres possibles. L'originalité d'Habitat et d'Humanisme consiste à faire du mal logé ou du sans-abri un acteur pour sa sortie de crise, au lieu de le traiter comme un assisté recevant tout d'une association ou d'un État-providence. Cette initiative tombe à point dans une période où les ressources de l'État s'amenuisent et où celui-ci est de moins en moins en mesure de tout subventionner. Des associations de tous bords sont engagées pour lutter contre les effets désastreux de la crise, du logement ou de l'hébergement. Les chrétiens ne sont pas les seuls, mais ils sont bien représentés. Le Secours catholique, l'Association Sainte-Geneviève du diocèse de Paris, sans parler de tous ces anonymes qui œuvrent efficacement auprès des sans-abri et des mal logés. Dans cet environnement qui inquiète à juste raison notre Église, plus que jamais, il faut agir et parler. Dernier chapitre, des pistes à ouvrir. Le poids de l'effort financier en faveur du logement et de l'hébergement et sa relative inefficacité à résorber les crises incitent à bousculer les choses. Mais notre propos n'est pas ici, en ce lieu, d'articuler des solutions techniques. Nous proposons 4 actions et recommandons une méthode qui ont en commun de mettre au centre du dispositif les hommes et les femmes concernés. La première action est politique. Faire du logement au plus haut niveau de l'État une préoccupation majeure de notre société. On peut s'en agacer, mais les sujets urbains importants ne sont souvent traités que sous l'impulsion d'un chef de l'État. La loi SRU, le plan de rénovation urbaine, le DALO, le plan bâtiment du Grenelle n'auraient pas vu le jour sans un arbitrage présidentiel. Il nous faut donc peser pour que la question du logement devienne celle du prochain président de la République et que cette appropriation soit durable. La deuxième action est institutionnelle et conduit à installer aux commandes un pilote unique. Les besoins de logement s'expriment sur des marchés locaux. Ils ne peuvent en conséquence être satisfaits que par des politiques conduites à l'échelon territorial adéquat, celui de l'agglomération ou de l'intercommunalité, c'est-à-dire l'échelon supracommunal, seul à même de développer une politique débarrassée des frilosités locales. L'Île-de-France présente à cet égard une situation particulière parce qu'elle concentre les difficultés de logement sur un territoire regroupant 18% de la population. Le pilotage devrait être soit celui du Grand Paris confié à l'État, soit celui d'un syndicat rattaché à la région et investi d'une mission organisatrice. La troisième action touche à la solidarité nationale. Veut-on, oui ou non, mettre les moyens nécessaires au service du logement des plus fragiles d'entre nous? Si l'on adhère à cette perspective, et alors que le contexte budgétaire est durablement tendu, il n'y a pas d'autre voie que de concentrer l'aide sur les situations socialement les plus urgentes. Cela passe, dans des villes à densité accrue, par un encadrement de la rente foncière,
une concentration de l'aide en faveur d'une offre de logements privés et publics à vocation sociale, une vigoureuse action aussi de rénovation énergétique des logements. Une telle solidarité, il faut en avoir conscience, trancherait avec le système généreux pour un grand nombre qui caractérise nos dernières décennies. La quatrième action est humanitaire. Offrir un hébergement d'urgence à ceux qui sont sans abri, quels qu'ils soient. Comme vous, sans doute, nous ne nous résolvons pas à notre incapacité collective à traiter durablement ce drame qui nous dit l'échec d'une société à offrir un abri à chacun. Au SAMU social de Paris, 1 millier de familles avec enfants n'ont pas pu être hébergées au moins une nuit en 2011. Le sujet excède évidemment la question du logement, puisqu'il donne écho à la maîtrise de l'immigration, traitée ici dimanche dernier, et à notre aptitude limitée à accueillir la misère du monde. Il faut néanmoins, ici encore, concentrer le pilotage, éviter la dispersion des moyens et assumer ce que proclame notre Code de l'action sociale et des familles: toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. La dernière piste peut tenir lieu de méthode. Il s'agit de notre mobilisation, celle de chacun de nous, sans laquelle rien ne progressera. Le tissu social qui fait le logement est façonné par nos comportements. Il demeurera étriqué tant que notre indifférence, nos peurs et nos égoïsmes empêcheront son déploiement. Acceptons-nous de laisser s'installer à côté de notre immeuble un foyer d'accueil? Adhérons-nous dans notre commune à la nécessité de construire des logements sociaux? Si nous disposons d'un terrain à bâtir, saisissons-nous qu'il est intolérable de le laisser sans emploi? Si nous sommes locataires aidés d'un logement devenu trop grand, comprenons-nous qu'il nous faut l'échanger pour en faire bénéficier une famille mal logée? Si nous sommes bailleurs, comprenons-nous l'indignité de laisser un logement locatif vacant ou de pratiquer des loyers prohibitifs? Si nous vivons dans un immeuble collectif, prêtons-nous attention aux difficultés et solitudes de notre voisinage? Oui, chacun de nous peut peser sur la résorption des crises du logement, d'abord par sa capacité d'indignation et de protestation qui assure la mise sous tension permanente de nos dirigeants, mais aussi par son action singulière, modeste et pourtant indispensable pour refaire du logement une question essentielle de notre société d'aujourd'hui, celle qui détermine notre volonté de vivre ensemble. Ce sursaut nécessaire, notre pays doit puiser en chacun de nous la force de l'accomplir. L'action à mener n'est pas une option, mais une exigence éthique pour tous les hommes de bonne volonté d'abord. Et vous vous souvenez le chapitre 25 de Matthieu évoqué dimanche dernier, où nous ne serons pas jugés ni sur notre foi au Christ, ni non plus sur des pratiques rituelles, mais sur 6 œuvres de miséricorde accomplies ou non en faveur du prochain qui avait faim, soif, qui était étranger, c'est-à-dire sans domicile ou sans vêtements, qui était malade ou prisonnier. Les 2 œuvres de miséricorde qui nous concernent se retrouvent au centre. Elles relèvent à la fois du biologique et du social. Les intempéries peuvent nuire à la santé, voire tuer celui qui n'a ni vêtements ni toit. Mais plus encore, celui qui est nu ou sans abri est exposé à la marginalité sociale et à l'exclusion. Ce n'est pas le froid qui tue, c'est la rue.
La finale de la parabole, assez inattendue, nous révèle que le Christ juge était l'un de ces hommes dans le besoin. C'est à moi que vous l'avez fait ou que vous ne l'avez pas fait. Pourquoi les chrétiens doivent-ils s'engager et être présents dans cette lutte? Parce que la foi chrétienne doit s'inscrire dans le champ social et économique. Cette exigence remonte au Nouveau Testament, où saint Jean nous enjoint par exemple de ne pas dissocier l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Jadis, nombre de congrégations religieuses assurèrent l'instruction publique des pauvres ou se consacrèrent au monde hospitalier et aux orphelinats. Aujourd'hui, l'État a relayé ces institutions et on ne peut que s'en réjouir. Mais il reste des domaines que l'État ou les collectivités territoriales ne peuvent pas prendre totalement en charge. Le logement et l'hébergement en font partie. Que faire concrètement? Nous nous risquons à faire 6 propositions concernant plus directement les chrétiens. D'abord, travailler avec les organismes publics, s'il en existe auprès de nous, en y investissant nos propres compétences. Adapter notre réponse à la crise. Mobiliser les capacités et les compétences de nos églises. Il y en a parmi nous qui ont des compétences d'accueil, d'autres plus techniques comme la communication ou la compétence juridique. Enfin, établir des partenariats avec des églises plus riches que les nôtres et sur le modèle de la collecte qu'organise Paul dans le Nouveau Testament, il faut que les églises les plus démunies puissent profiter de l'aide de celles qui sont mieux loties. Enfin, certains diocèses ou congrégations religieuses possèdent dans les grandes villes, et spécialement à Paris ou en Île-de-France, un patrimoine immobilier important et disposent de terrains à bâtir non utilisés. À ce jour, certaines paroisses ou communautés ont mis à disposition des terrains pour construire des logements sociaux. Il faudrait recenser le parc disponible, encourager la conclusion de baux à construction. Cela permettrait d'accroître l'offre de logements sans pour autant dépouiller les communautés qui conserveraient le terrain d'assiette et qui, à long terme, accéderaient à la propriété de l'immeuble bâti. Au moment où les pouvoirs publics peinent à le faire eux-mêmes à partir de leur terrain en réserve, ce serait un bel exemple de solidarité. La dernière proposition, ce serait de permettre à ceux qui sont dans l'insolvabilité de créer une sorte de caisse de cautionnement qui ouvrirait aux plus fragiles la possibilité de logements locatifs privés. En conclusion, nous pensons ne pas avoir esquivé l'exigence éthique de la solidarité du logement. Mais le titre des conférences comportait un autre mot, celui d'espérance. Quand pourrons-nous offrir à tous d'habiter un logement digne de ce nom? La tâche est infinie et sans doute, nous ne verrons jamais la réalisation de ce rêve. À l'échelle plus réduite où nous travaillons, nous connaissons le doute face à des médiations interminables, à la recrudescence des demandes. Mais comme chrétiens, nous confessons tout à la fois que la résurrection du Christ signe l'échec définitif des forces du mal et en même temps nous constatons chaque jour que ces forces n'ont rien perdu de leur virulence. C'est bien là le paradoxe du christianisme, de combattre sans cesse le mal sans jamais pouvoir l'éradiquer. Or, le Dieu de la Bible est un Dieu qui a choisi d'habiter avec les hommes. Cette aventure divine se résume en un mot, Emmanuel, Dieu avec nous. Cette présence de Dieu dans l'humanité atteignit sa plénitude un certain jour du temps et en un lieu précis de notre terre, quand le Verbe se fit chair et campa parmi nous. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour. Après avoir entendu la conférence du Père Trublet et de Monsieur Pelletier, il est temps de passer au second temps de cet après-midi, qui est le temps des questions. Je vous en rappelle le principe, même si vous y êtes certainement très accoutumés. Vous posez des questions sur les papiers qui vous ont été distribués à l'entrée et que vous pouvez remettre aux bénévoles de la cathédrale qui vont les transmettre à Thomas Valu, puisque ce dimanche c'est Thomas Valu qui se trouve non pas au premier rang mais plus dans la nef et qui est votre porte-parole. Je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur la chaîne KTO, Télévision catholique française, et que les auditeurs des radios chrétiennes pourront nous entendre avec un léger différé. Alors pour laisser le temps aux questions de parvenir jusqu'à Thomas, je vous propose de poser une première question et peut-être quelque chose d'un peu... C'est une question peut-être un peu naïve, mais les autres conférences fonctionnaient en deux temps. Il y avait d'abord un premier conférencier, puis un second conférencier. Et là, vous avez choisi de parler en fait ensemble. Alors, est-ce que c'est simplement parce que vous vous aimez bien et que vous trouvez que c'est plus sympathique, ou est-ce qu'il y a une autre raison ? Il y a une première raison qui est que nous avons fait le choix de préparer ensemble cette conférence. Ce qu'a dit l'un est reconnu par l'autre et inversement. Et donc il nous a paru naturel de nous exprimer ensemble. Mais il y a une raison plus profonde. Comme nous avons cherché à l'exprimer, la question du logement est essentielle à l'homme, au sens que un homme qui est privé de logement est un homme qui se trouve dépouillé de son humanité dans ce qu'elle représente, la capacité de faire société, d'être présent dans la société. On peut penser que mal portant ou privé d'emploi, on trouve tant bien que mal sa place dans la société. Mais ce n'est pas le cas si on est privé de logement, puisqu'on est exclu de la relation sociale. Pas d'adresse, pas de lieu pour fonder une famille, pas de lieu où un enfant scolarisé pourra inviter ses petits amis, pas de lieu pour trouver le repos puisqu'on est dans une errance permanente de lieu d'hébergement en autre lieu d'hébergement. Et cette idée nous a conduit à penser qu'il était artificiel dans notre présentation de dissocier les questions plus économiques et sociales qui m'incombaient de la dimension spirituelle du sujet qui incombait au Père Trublet. C'est par la fusion de ces questions que nous avons, nous semble-t-il, exprimé ce que nous voulions dire. Père Trublet ? Bien, c'est presque au début de notre rencontre, nous ne nous connaissions pas du tout. Avant de travailler, moi j'avais peu travaillé la question du logement et il nous est apparu immédiatement qu'il fallait faire quelque chose en contrepoint, c'est-à-dire que l'un raisonnait à ce que l'autre disait en essayant d'aller puiser dans la tradition judéo-chrétienne, la tradition biblique, ce qui pouvait en quelque sorte résonner encore d'actualité. Je crois que tous les textes que j'ai cités, c'est très frappant, une brûlante actualité. Justement, ça aurait paru un petit peu en extériorité par rapport au sujet si ça avait été donné comme ça, après la conférence ou avant, alors que là, ils prenaient toute leur résonance après ce que Philippe venait de dire. Ça, c'est la première raison qui nous a amenés à cela. Et la seconde, moi je crains toujours que la théologie soit en surplomb des problèmes, quelque chose d'un peu mystico-gazeux, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire complètement qui plane. Et beaucoup de gens m'ont demandé avant cette conférence ce que je pourrais bien dire à partir de la Bible sur cette question. Et justement, la Bible a beaucoup de choses à dire sur pas mal de questions, dans la mesure où elle touche l'homme, parce que la Bible, c'est l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu. Je pense que nous pouvons poser une première question. Alors Thomas, je pense que les questions sont nombreuses. Exactement, et je crois que vous parliez d'actualité, de choses concrètes. Les questions sont très concrètes aujourd'hui, notamment sur le prix
des logements, tant en location qu'en achat. On parle beaucoup pour les jeunes couples, la difficulté de pouvoir habiter près de son travail. Comment résoudre le problème de ceux qui aspirent à vivre une vie normale, tranquille, où logement et travail sont proches? Il y a plusieurs pistes de questions qui sont données. Est-ce qu'il faut plafonner le prix des loyers? Est-ce qu'il faut réquisitionner les logements vides? Comment faire en sorte que les jeunes couples puissent habiter au cœur des villes? C'est une question qui a une dimension technique qui dépasse peut-être le propos de ce soir. Mais je vais tenter de donner des pistes de réponse. Je crois qu'il ne fait pas de doute que la réponse principale, la réponse efficace à cette question de la difficulté de se loger, c'est de modifier le rapport actuel entre l'offre de logement et la demande de logement. Faire en sorte qu'il y ait une offre accrue qui rétablira cet équilibre. Il va de soi que plus l'offre de logement sera abondante, plus le montant des loyers et des prix seront raisonnables. Quant aux solutions qui ont été évoquées dans les questions, chacun sait qu'elles peuvent être à court terme un moyen de donner réponse à cette difficulté de se loger, mais qu'elles présentent toutes des inconvénients que chacun mesure. La question de la réquisition des immeubles vacants a été perçue au fil des ans par l'ensemble des équipes en charge du logement comme une solution possible, et pourtant que de complications pour mobiliser un tel immeuble, que de travail souvent inefficace pour arriver à produire à partir de ces immeubles un loyer sûr et pérenne. Quant à la question de l'encadrement des loyers ou du blocage des loyers, il faut savoir que nous avons déjà en région Île-de-France un système d'encadrement des loyers, de renouvellement des baux qui fonctionne de manière constante, quelle que soit l'équipe gouvernementale en place depuis 1989. À un certain moment, ce même dispositif a permis d'encadrer les loyers de mise en location. Faut-il inventer autre chose? Faut-il créer une protection supplémentaire des candidats locataires? Je suis évidemment très réservé sur cette question puisque, en face, il y a des propriétaires bailleurs dont chacun sait qu'ils ne sont plus le riche propriétaire caricaturé par Daumier. Ce sont des gens qui ont un niveau de ressources souvent moyen et qui ont besoin du loyer pour pouvoir compléter leur retraite ou rembourser leurs échéances d'emprunt. Bref, déséquilibrer la relation locative par un encadrement des loyers provoque inéluctablement une difficulté pour les bailleurs en place et suggère à ceux qui pourraient investir d'aller chercher ailleurs. Nous avons besoin de tout le contraire. Nous avons besoin de mobiliser les forces économiques du pays pour qu'elles se portent sur l'investissement dans le logement. Et tout à l'heure, nous avons évoqué le désengagement de ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. C'est probablement l'une des voies qu'il faut travailler pour ramener vers cet investissement nécessaire les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés foncières. Il n'en reste pas moins, je me permets de rebondir sur cette question, qu'on est rentré, comme disait le prix Nobel Joseph Stiglitz, non pas dans l'économie libérale, post-libérale, on est vraiment dans une économie de la cupidité. Beaucoup de gens le constatent et ça a été rappelé même par les conférences de Carême précédentes. Alors, comment est-ce qu'on sort de la cupidité? Comment est-ce qu'on fait pour que, voilà, une sorte de coup de poing sur la table?
Je vais laisser le père Trublet répondre à votre question, mais je vais peut-être introduire sa réponse en expliquant la grande difficulté qu'il y a. Nous avons vu tout à l'heure et nous avons dit que le logement n'est pas un bien de consommation ordinaire, puisqu'il est essentiel à l'homme, essentiel à sa vie en société. Mais nous savons d'un autre côté que ce serait un leurre que d'imaginer une économie artificielle, déconnectée de l'environnement économique et social général. Il s'agit donc de trouver cet équilibre difficile entre le logement qui s'inscrit dans la sphère économique et sociale, qui est un produit d'investissement pour beaucoup de gens, et la fonction sociale irremplaçable qu'il a. Cet équilibre conduit peut-être à essayer de se prémunir de la cupidité. Alors, mon père, et comment on sort de la cupidité? La cupidité, c'est vouloir, un certain nombre de textes que j'ai cités mettaient bien l'accent là-dessus, c'est-à-dire amasser le bien d'autrui sans nécessité, au fond. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui cherchent à tout prix à posséder un certain nombre de biens simplement pour les posséder? Même l'un des textes disait « vous ne vous en servez même pas hein, », c'est-à-dire simplement pour les avoir. Je crois que il y a une certaine cupidité, mais en même temps, et sur lequel justement l'État, par un certain nombre de lois, peut essayer de limiter cette cupidité individualiste. On est quand même dans une société fortement individualisée. Bon, on l'a beaucoup dit dans les autres conférences. On est dans un système qui ne marche plus très bien au point de vue du business ou du point de vue de la finance. Alors, je dirais que le dernier maillon de la chaîne qui est touché, c'est le logement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens sont insolvables pour payer un loyer qui est relativement cher, surtout en région parisienne. Moi, je connais pas mal de couples à Paris qui, à partir du deuxième enfant, certainement à partir du troisième enfant, sont obligés de quitter Paris. Ce n'est plus possible de loger à Paris avec 3 enfants en bas âge, même si les 2 personnes travaillent. Il y a quelque chose d'assez anormal là-dedans, et sur lequel je dirais qu'il ne faut pas tout attendre. C'était quand même la pointe de notre discours à Philippe et à moi. Il ne faut pas tout attendre de l'État pour tout régenter, parce que on sait que ça non plus, ça ne marche plus. On arrive à échapper au DALO, par exemple, on l'a signalé tout à l'heure. Donc, faites des lois de plus en plus précises ou coercitives, on n'obtient pas forcément le résultat que l'on veut. Mais en matière de logement, comme c'est le dernier maillon, disons, de la vie, du système dans lequel on vit et qui touche au plus profond la sociabilité des gens, c'est clair que c'est là qu'on voit le mieux, qu'on perçoit le mieux les déficiences de système dans lequel nous sommes. On n'en a pas de rechange, voilà le problème. C'est ce qu'on a dit dans les autres conférences. Thomas, une autre question de l'Assemblée. Toujours des questions très concrètes. Concernant les marchands de sommeil, on sait que l'État, les associations mettent beaucoup d'argent à financer dans des hôtels ou des sous-appartements, souvent insalubres, mal logés. Est-ce que tout cet argent ne pourrait pas être mis dans la construction de logements neufs accessibles au plus grand nombre? La réponse est bien sûr, c'est l'objectif. Et la difficulté de la réponse, c'est le traitement du court terme. Qu'est-ce qu'on fait pour héberger cette famille qui est sans toit ce soir? Et entre cette perspective de lieux d'hébergement adaptés, d'une transition progressive vers des logements permettant aux familles d'avoir la stabilité requise et les nécessités de l'urgence, il y a besoin de faire en sorte de pouvoir trouver, notamment dans des hôtels meublés, la possibilité d'accueil immédiat. Alors il faut cependant chasser l'idée de marchand de sommeil de ce type d'hôtel. Une grande ville comme Paris
a depuis longtemps entrepris avec l'aide de l'État à travers l'Agence nationale de l'habitat la mise en sécurité de ces locaux et l'amélioration de la qualité de cet accueil. Tout n'est pas parfait, mais des progrès considérables ont été faits pour permettre dans la ville cet accueil immédiat. C'est une situation tout à fait différente de celle des marchands de sommeil qui ne traitent évidemment pas avec la ville, le SAMU social ou l'appareil d'État et qui exploitent la misère du monde pour mal loger des gens qui, généralement sans papier, ne peuvent pas réclamer autre chose que ce mauvais toit. Il faut condamner les marchands de sommeil, il faut utiliser les lois qui permettent de les sanctionner et l'arsenal juridique est suffisamment large à cet égard. Mais entre un hébergement idéal et le recours aux hôtels meublés pour permettre de loger immédiatement les personnes sans toit, cet équilibre qui est actuellement poursuivi et qui permet d'assurer au plus grand nombre la possibilité de ne pas dormir dehors. Une autre question, Thomas. Peut-être deux questions, cette fois-ci, Père. Une question peut-être un petit peu extrémiste. L'Église serait, quelle serait la position de l'Église à l'égard d'une politique de nationalisation de la propriété immobilière dans certaines villes? Et deuxième question, l'Église ne devrait-elle pas, dans la droite ligne sociale de la doctrine sociale, avoir une parole juste et moderne pour réhabiliter la propriété immobilière comme une forme d'épargne et ainsi pouvoir investir dans la pierre pour pouvoir loger des gens? Alors deux questions, on va peut-être commencer par la première. Est-ce que l'Église est prête à nationaliser les biens de tout le monde? Non, ben, là on retombe un peu dans le même piège que tout à l'heure, c'est-à-dire que on veut absolument une solution étatique qui finalement produira un système clos, c'est-à-dire un système d'où les gens ne seront pas responsables de leur propre logement ou de leur mal logement. Ça, je crois que c'est une solution qui n'est pas pensable même dans l'état actuel des choses. Bon. Alors la deuxième question, c'était pour savoir s'il fallait que l'Église soit un peu plus ferme dans ses directives. Eh bien, écoutez, j'ai signalé tout à l'heure deux textes qui sont les derniers en date un peu importants qui sont parus. Le texte de Justice et Paix, qu'as-tu fait de ton frère mal logé, qui a plutôt une vision mondiale là-dessus et qui dénonce quand même fortement le mal logement comme un mal structurel de nos sociétés, c'est-à-dire une maladie de nos sociétés. Ce à quoi Bernard Devers répondrait que pour guérir cette maladie du mal logement ou des sans-abri, on fait des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on va créer des solutions qui sont efficaces sur le court terme, mais sur le long terme, on retombe l'année suivante dans la même crise. Donc je crois que l'Église a été assez ferme là-dessus. Est-ce pour autant qu'il faudrait condamner la propriété privée? Je crois que là aussi, ça fait partie quand même d'un système de liberté. Alors il y en a qui en usent très mal, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut des prophètes pour dénoncer ceux qui usent mal des biens qu'ils ont, qui ne partagent pas suffisamment. Les lois peuvent corriger un certain nombre d'excès, mais c'est toujours quelque chose qui se négocie, c'est pas quelque chose qui peut être arrêté de manière définitive. Et je dirais d'une certaine façon, une parole de l'Église, si elle-même, comme j'ai essayé de l'indiquer quand même dans mon propos, ne montre pas l'exemple d'un certain mise à disposition de ses propres biens pour en faire des logements, parce qu'il y a quand même des emplacements possibles, si elle-même n'est pas présente sur le plan du crédit également pour permettre la solvabilité d'un certain nombre de ménages,
la parole n'est pas reçue. Je dirais la parole n'est reçue que si elle est accompagnée par des actes. Monsieur Pelletier, les nationalisations, les réquisitions. Je veux juste ajouter sur la question du droit de propriété qui a été évoquée, qu'il me semble que notre Code civil organise ce droit de façon raisonnable, puisque en énonçant ce qu'est le droit de propriété, il rappelle avec raison que ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui l'organisent. Cela veut dire que le droit de propriété est par essence doit par essence coexister avec d'autres droits, et notamment celui que nous avons vu apparaître dans notre législation depuis le début des années 80, qui est le droit au logement. Entre le droit de propriété et le droit du logement, le droit au logement, s'est instauré un équilibre qui, me semble-t-il, est suffisant pour ne pas vouloir priver quiconque du droit de propriété dès lors que son exercice peut être régulé. J'ajoute que notre société nous avons besoin d'un droit de propriété qui incite beaucoup d'investisseurs à placer leur argent dans les logements qui seront occupés par d'autres. Ce qui fait défaut dans notre pays, une fois encore, c'est une offre suffisante de logements. Et lorsque l'on porte son regard, par exemple, outre-Rhin, ce qui est devenu habituel, nous observons que ce pays connaît une offre assez abondante de logements locatifs, à des loyers qui sont bas, à des prix de vente qui sont raisonnables, essentiellement parce qu'a pu se développer au cours des décennies passées un investissement locatif privé très abondant, essentiellement parce que les investisseurs étaient incités à devenir des propriétaires bailleurs en raison d'une fiscalité très encourageante. Et donc, ayons bien en tête que nous avons besoin des propriétaires pour assurer le logement de tous. N'opposons pas les uns aux autres, c'est par une harmonie de ceux qui ont le droit à l'habitat et de ceux qui ont le droit de propriété que notre société réglera ces problèmes du logement. Comme quoi il faut se méfier des idées simples. Alors Thomas, vous avez encore une question révolutionnaire de la part des auditeurs. Peut-être. Plusieurs questions sur la façon de sont pensée la ville aujourd'hui. La France a le plus grand territoire. Est-ce qu'on n'est pas victime de la volonté anti-étalement de la zone urbaine imposée par des architectes qui repensent le monde? Et est-ce qu'on ne doit pas recréer plus de mixité, par exemple en Île-de-France ou dans les grandes agglomérations, entre le bureau, le logement, les services, les commerces, revenir peut-être à ce qui se faisait quelques siècles auparavant, voire au Moyen-Âge et avant? Alors, Monsieur Pelletier. Il y a deux questions en une. L'étalement urbain, la diversité sociale de l'occupation des logements. L'étalement urbain, il est vrai que nous n'utilisons qu'une part relativement modeste du territoire par des constructions, même si cet étalement va croissant. Et pourtant, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution de laisser s'édifier toujours plus loin du centre-bourg des maisons qui seront occupées par des personnes vouées à y vieillir et pour lesquelles la question du transport, de l'accès au commerce se posera avec une acuité croissante? Si l'on prône l'idée de villes plus denses, c'est aussi pour faciliter cette vie longue de personnes âgées qui pourront demeurer chez elles le plus longtemps possible. Et puis il ne faut pas avoir peur de cette densité des villes. Dans la ville de Paris, l'un des arrondissements les plus denses est le 16e arrondissement de Paris.
ce n'est pas de nature à faire peur à quiconque d'y aller habiter. La deuxième question, celle de la diversité sociale d'habitation, est une question fondamentale de notre société. Nous sommes en train, en laissant faire, de fabriquer une société dans laquelle, comme le rappelait le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'ancêtre du maire de Paris, au roi Henri IV, nous sommes en train de faire une ville déstructurée, avec les ménages aisés d'un côté, les ménages pauvres d'un autre. Et cette situation qui est le contraire du vivre ensemble, qui est le contraire de la recherche de la vitalité d'un pays qui a besoin de l'ensemble des hommes et des femmes qui le composent vivant ensemble, est inquiétant. Parce que cette diversité de l'occupation des logements rejaillit évidemment sur la diversité de présence des enfants dans les écoles. On trouvera des écoles qui, parce qu'elles sont dans des zones où les loyers sont chers, regrouperont de plus en plus d'enfants de parents diplômés et seront de meilleur en meilleur, alors que dans les autres quartiers où seront relégués les familles les plus modestes, l'école regroupera des enfants de parents non diplômés et l'école aura progressivement une qualité moindre. Il y a là véritablement quelque chose d'essentiel pour notre vie ensemble. Il est des communes qui réussissent la diversité sociale d'occupation, qui arrivent notamment sous l'élan de la loi SRU à faire en sorte qu'il y ait des personnes à ressources modestes qui vivent dans un environnement de personnes plus âgées. C'est cela qu'on appelle faire la ville et c'est cela qu'il faut évidemment rechercher. Père Trublet, est-ce que cette question de mixité n'est pas une question aussi Alors moi, sur théologique? cette question-là, je pense qu'il faut avoir une approche holistique, enfin globale, au sens où si vous construisez des habitations, bon, que ce soit des grands ensembles, quoique actuellement on commence à en revenir, bon, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire quel genre de population habite ce quartier. Est-ce que quelqu'un qui habite un autre quartier est prêt à aller habiter dans ce type d'habitation, qui sera un autre environnement, formé d'autres ethnies, etc. Or, actuellement, il y a une sorte de... On a bien montré avec la question de l'immigration. Le ghetto, j'ai employé le mot tout à l'heure de ghetto à propos de ce qui se passait actuellement. Faut pas imaginer que c'est un ghetto des pauvres entre eux, c'est les riches entre eux qui, en quelque sorte, investissent un territoire et empêchent, justement, par le prix des loyers, que des personnes plus pauvres puissent y venir habiter. Or, là où il y aura des riches, il y aura des bons transports, il y aura des bonnes écoles, il y aura, etc. Alors qu'au contraire, dans des agglomérations qui ne sont pas forcément plus éloignées que d'autres de Paris, vous avez des villes autour de Paris qui sont équidistantes de Notre-Dame, je ne vais pas donner de nom, mais où la population est complètement différente, et tout simplement pour des raisons que un certain nombre de personnes veulent rester entre eux. Alors s'il y a quelque chose qui est vraiment contraire au christianisme, dans ce qu'il a de plus fondamental, c'est ce vouloir vivre ensemble et être au milieu de tous. Les premières communautés chrétiennes n'ont pas été des communautés qui sont écartées du monde dans lequel elles vivaient. Au contraire, elles ont vécu au milieu de ce monde. Alors je crois qu'il y a quelque chose de l'essence chrétienne à vouloir justement se vivre ensemble et dans la diversité des cultures et dans la diversité aussi disons de l'étage social dans lequel on se tient. Nous arrivons lentement à la fin de cette séance, mais je crois que nous avons le temps à une dernière question. Alors, si vous permettez, je vais faire une double question. D'abord, tout à l'heure, vous avez parlé que finalement le logement était un bien vital, quasiment comme l'eau, l'air que nous respirons. Est-ce que c'est normal de laisser un marché libre
pour le logement et notamment l'ouvrir à des investisseurs étrangers. Et puis une deuxième question, peut-être rapide à tous les deux. Imaginons que dans quelques semaines vous soyez élu à la présidence de la République. Quelle serait votre première mesure pour le logement? Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, donc les futurs présidents vont s'exprimer rapidement. Vous voulez commencer? Alors, je ne vais pas répondre à la question sur l'investissement étranger, puisque j'ai déjà expliqué le besoin que nous avions d'avoir suffisamment de personnes physiques et de sociétés qui acceptent d'investir dans ce domaine. La question de la construction, de la production de logements est une fois encore la clé de notre succès. Qu'est-ce que pourrait faire un président de la République? J'ai tenté de le suggérer en disant d'abord de s'approprier ce sujet, ce qui ne s'est pas encore vu, car c'est un sujet qui concerne puissamment chacun de nous, qui crée des inquiétudes, des angoisses fortes dans une partie importante de la population, et c'est le rôle d'un président de la République que de prendre à bras-le-corps ce type de sujet. Ensuite, c'est la question de la gouvernance que nous avons évoquée, un système dans lequel il y a trop de pilotes aux commandes, trop de pilotes qui n'ont que des outils parcellaires pour répondre aux besoins du véhicule, peuvent permettre de comprendre pourquoi le véhicule ne va pas toujours droit et n'avance pas vite. Donc mettre de l'ordre dans la gouvernance. Et puis identifier ce sujet de solidarité qui consiste à faire en sorte que nous portions nos efforts plus qu'hier sur celles et ceux d'entre nous qui sont dans la situation de mal logement, les 3,5 millions de personnes qui étaient évoquées tout à l'heure. Voilà ce que pourrait être une première action, mais il faut le faire en rétablissant la confiance dans ce secteur qui est un secteur où, encore une fois, nous avons besoin d'investissements pour assurer le logement de tous. Père Trublet, donc au soir du second tour, que décidez-vous? Alors la question du logement comme bien de première nécessité, pour que Ben Sira rappelle cela au IIe siècle avant Jésus-Christ, on ne le trouve pas avant dans la Bible, je dirais que ça va de soi. Ça prouve que s'il est obligé de le dire, c'est quelque chose qui a été perdu dans cette société palestinienne de l'époque à laquelle il parle. Et je me demande dans quelle mesure, nous aussi, étant donné tout ce qu'on voit à la fois des gens qui sont sans abri, qui sont mal logés, dans quelle mesure il n'y a pas une perte de la solidarité qui serait à reconstituer, à reconstruire, parce que c'est pas à partir de grandes idées qu'on fera des choses, c'est simplement en créant des liens, en permettant justement des rapprochements, et qui feront qu'il y a des choses qui se feront spontanément, et qui se faisaient spontanément jadis. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, et qui pourront se faire spontanément dans la mesure justement où nous aurons retrouvé du lien social plus affermi. Justement, vous disiez retrouver du lien social, ça veut dire, très brièvement, hein, mais ça veut dire que l'Église a des choses à faire, enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire? Très rapidement. Ce qui est à faire, et je dirais on en a dit l'essentiel tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement accepter d'être peut-être délogé de son propre, disons, l'environnement dans lequel on est pour que d'autres y habitent. C'est vrai que on risque de se retrouver au milieu de gens qui ne font pas forcément ni la même cuisine, ni qui ont les mêmes fêtes. Bon, il y a tout ça à prendre en compte. Je crois qu'il y a un mélange social
qui a du mal à se faire, qu'on rencontre dans d'autres éléments des conférences qui ont été évoquées, mais qui se retrouve encore au niveau du logement. Le logement, si vous voulez, c'est l'espace, c'est la manière dont on habite l'espace, et comme on n'est pas des aérolites, il faut bien qu'on ait un emplacement quelque part. Or cet emplacement, ou bien vous l'ouvrez, à ce moment-là ça s'appelle l'hospitalité, ou bien vous le fermez et ça donne un ghetto. Eh bien, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait penser à ces matières en refusant les idées simples. Nous arrivons donc à la fin de cette séance de questions. Je remercie encore une fois nos conférenciers de s'y être prêtés. C'est un exercice difficile, vous le savez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence de Carême qui sera la dernière puisqu'on arrivera au dimanche des Rameaux. C'est la conférence du 1er avril 2012, ça ne s'invente pas. Solidarité, réalisme et esprit. Et nous y entendrons M. Andrea Riccardi, qui est le fondateur de la communauté San Egidio et qui est le nouveau ministre du gouvernement italien de M. Monti. Merci de nous avoir suivis.